Bonjour à tous et à toutes, ici à Paris ou connectés à distance sur Teams. Vous êtes une cinquantaine connectés. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin, la responsable du Hub, et je suis ravie de vous accueillir ce matin avec Christophe Janter, le directeur du département cohésion sociale et territoriale de la Banque des Territoires, pour cette rencontre consacrée au logement inclusif des seniors. Face au vieillissement de la population, quelles solutions existent pour loger les seniors demain? Quelles sont les attentes et les besoins des personnes âgées à horizon 2030? Quelles réponses possibles? Alors, autant de questions qui vont guider nos échanges et auxquelles nous tenterons de répondre par des retours d'expérience concrets. Avant de démarrer, je voulais vous en dire un petit peu plus sur le Hub des Territoires. Vous avez eu la vidéo, peut-être certains d'entre nous ne nous connaissent pas. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif? Alors c'est un dispositif physique et digital, un espace physique ici et une plateforme digitale sur la plateforme de la Banque des Territoires et qui nous permet de réunir les acteurs des territoires, alors les collectivités, les bailleurs sociaux, les entreprises publiques locales, les entreprises, mais aussi des experts et les collaborateurs de la Banque des Territoires pour mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les territoires et puis tenter collectivement d'y répondre en partageant des retours d'expérience ou en travaillant ensemble à inventer de nouvelles solutions. Concrètement, qu'est-ce qui s'y passe? Alors, des temps d'échange comme celui de ce matin, mais aussi des ateliers de travail qu'on peut organiser dans les salles que nous avons derrière vous pour ceux qui sont sur place, et puis aussi des structures qu'on accueille en résidence au Hub des Territoires. On existe maintenant depuis 3 ans. Et pour vous donner un ordre d'idée, on organise une centaine d'événements comme celui-ci par an. Des événements publics, mais aussi des événements sur invitation pour réunir des communautés d'acteurs. L'ensemble de nos événements sont enregistrés, les replays sont disponibles sur la plateforme de la Banque des Territoires. Donc celui de ce matin, il sera dans quelques jours. Vous pourrez aussi retrouver les replays d'un cycle qu'on a organisé l'année dernière sur le sujet santé et vieillissement, qu'on a clôturé par un podcast. Donc vous pouvez aussi prendre connaissance de cet outil. Je voulais aussi vous signaler 2 événements qui pourraient vous intéresser à la rentrée. On organise le 17 septembre une rencontre avec l'Union sociale pour l'habitat sur les réponses qu'apportent les bailleurs sociaux pour accompagner le vieillissement de la population dans les villes petites et moyennes, donc les villes concernées par les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, pour ceux qui connaissent. Et puis un deuxième événement le 15 octobre, cette fois-ci sur la question spécifique du vieillissement dans les quartiers prioritaires de la ville, les QPV. Là, on aura un contenu un peu plus exploratoire puisque nous restituerons les travaux réalisés par un groupe d'apprenants en design de politique publique d'un partenaire qui s'appelle la Plateforme à Marseille. Voilà, si vous n'êtes pas inscrit à notre newsletter, je vous invite à le faire parce que vous y retrouverez l'ensemble des informations relatives à notre programmation publique, notamment les liens d'inscription pour les 2 événements que je viens de mentionner. Si ce matin vous avez besoin de quelque chose ou vous souhaitez des renseignements sur le Hub des Territoires, nous sommes là, toute l'équipe, pour vous renseigner. Voilà, sans plus tarder, parce que le contenu est assez dense ce matin, je vais laisser la parole à Christophe. Je vous souhaite une bonne matinée de travail. Bonjour à tous, merci pour ces petits mots, Anne-Sophie. Alors, le Hub existe depuis 3 ans, mais le groupe Caisse des dépôts existe depuis plus de 200 ans. Vous savez que c'est un groupe qui travaille au service de l'intérêt général et on oriente toutes nos actions, notre stratégie sur des enjeux évidemment à fort impact sociétal. Le sujet du bien vieillir, le sujet de la transition démographique et donc le sujet de ce matin sur l'habitat inclusif. Accompagner et partager fait partie de notre stratégie. On le fait jamais seul, on n'agit jamais seul, toujours avec des partenaires. Et la preuve en est ce matin, on joue collectif. Et vous allez voir qu'on a une grande diversité d'intervenants pour attaquer ce sujet qui est clé pour l'avenir de nos seniors et notre avenir aussi d'ailleurs. Donc l'habitat inclusif, au sein du groupe, on l'attrape à différents endroits. Banque des Territoires, ça va de soi puisqu'on organise cette session ce matin. Banque des Territoires, le bien vieillir, c'est une de nos mesures phares dans notre plan stratégique 2024-2028, mais nul doute que ça ira bien plus loin.
On a également une filiale au sein de la Banque des Territoires qui s'appelle CDC Habitat, qui est très active, et sa filiale Ampère Gestion, avec Nathalie qui interviendra lors de la table ronde qui suit. On a une direction des politiques sociales également, qui est évidemment très à cheval sur ces sujets à impact social, et notamment qui héberge l'association API sur l'habitat accompagné, partagé et inséré, et puis une équipe Pégase qui est très experte de ces sujets. Et puis dans le groupe Caisse, il y a aussi évidemment des filiales comme ICAD ou La Poste qui sont très actives sur ce sujet. Alors, il y a des freins au développement de l'habitat inclusif en France, mais on est très volontariste. Preuve en est, on a déjà investi dans plusieurs foncières, mais également plusieurs exploitants, à l'image de Domani. On peut citer également Maison de Blandine, qui est dans la salle également. On a investi aussi dans des solutions à la fois en logement social, mais aussi en marché libre. Et puis en fait, l'habitat inclusif, on le déploie, on le finance au service du bien vieillir, mais on le finance aussi, on investit aussi au service des personnes en situation de handicap, pour pas citer une solution dans laquelle qu'on a soutenue, qui s'appelle Omnia, et qui fonctionne très bien, qui se déploie dans plusieurs régions aujourd'hui. Donc la question qu'on va se poser ce matin, c'est comment massifier ? C'est quel développement national pour l'habitat inclusif. À nouveau, les interventions de ce matin vont nous aider à y répondre. Et puis surtout, on va attendre beaucoup de questions de votre part pour privilégier un temps d'échange important. Romain, tu y reviendras tout à l'heure, mais on attend vraiment beaucoup d'interactions avec la salle. Il ne s'agit pas d'informations descendantes, mais il s'agit bien de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Quel est le modèle idéal? Quels sont les freins? L'accessibilité financière, importante. Quel niveau de retraite on peut viser pour accéder à ces logements intermédiaires. L'accessibilité territoriale également, le rôle des élus locaux, primordial, le rôle des autorités publiques, des solutions qui sont adaptées à quel niveau de perte d'autonomie, je pense que Domani y reviendra également, quel niveau de GIR, quel service on doit aussi proposer à ces résidents dans des petites structures à taille humaine. Donc autant de questions. Et puis bien sûr, Denis Pifto reviendra aussi sans doute sur son rapport et un besoin, je crois, de 100 ou 140 000 nouveaux logements inclusifs dans les 10 ans qui viennent. On en est loin aujourd'hui, mais je pense que c'est cette ambition qu'il faut se fixer. Voilà, j'avais pas longtemps pour introduire cette table ronde, donc je vais m'arrêter là et je vais donc proposer à Romain Gano, qui est le directeur général de Silver Valley et qui est un grand expert aussi de ce sujet lié à la transition démographique, de nous rejoindre et puis d'animer la table ronde qui vient. Et je rappelle également au passage que Domani a été lauréat du prix Silver Valley en 2023, donc c'était il y a très récemment. Donc je vous souhaite à tous une bonne table ronde et surtout beaucoup d'interactions entre nous. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette introduction et merci pour la confiance que vous m'avez accordée pour animer cette table ronde. Donc, avant d'appeler les intervenants à celle-ci, je vous propose de participer à une petite animation qui va être projetée. Hop, je prends là. On va passer. Je propose de vous connecter sur l'intranet du Hub des Territoires et nous allons projeter une petite animation sur laquelle vous allez nous dire pour vous en un mot ce que représente l'habitat inclusif. On remet le mot de passe ? En attendant, j'appelle pour me rejoindre Denis Pifto, ancien directeur de la CNSA, co-auteur avec Jacques Wolfrom du rapport que nous connaissons bien. Demain, je pourrai choisir d'habiter avec vous. Alors, j'appelle aussi, mais il n'est pas dans la salle, à moins que je l'invoque quand je prononce son nom, mais sinon Mathieu va le remplacer pendant quelques minutes. Luc Broussy, directeur général de Planète Grise et président de France Silver Eco. Donc Mathieu, directeur de France Silver Eco, va nous rejoindre en attendant peut-être l'arrivée de Luc. J'appelle Carole Zaccheo, directrice des investissements de la Maïf, à nous rejoindre. Nathalie Caillard, la présidente du directoire d'Ampère Gestion. Et j'appelle Laura Vivien, coordinatrice d'Habitat Partagé Domani. Prenez place à côté de moi. On va attendre une petite minute avant de lancer l'animation, que tout le monde puisse se connecter.
On voit que certains mots se dégagent. On aura l'occasion de reparler, je pense, de la plupart d'entre eux quand je vois les premiers résultats. On va attendre 2 petites minutes. Accompagnement personnalisé, partage, solidarité, vivre ensemble, accessibilité, entraide, logement adapté. Alors, je vous propose de garder ces premiers résultats en tête pour les interventions qui vont avoir lieu, pour les questions, parce qu'il y aura un temps consacré aux questions important à la fin de la réunion. Et je vous propose, pour introduire le sujet, d'interroger Denis Pifto. Alors, co-auteur, je le rappelle, du rapport « Demain, je pourrais choisir d'habiter avec vous ». Denis, je sais que vous y tenez particulièrement. Pouvez-vous me donner une définition juste de l'habitat inclusif, mais encore plus précisément de l'habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale? Oui, merci de la chance que j'ai d'ouvrir cet échange. Bonjour à toutes et tous. Oui, Romain, vous avez raison. Je suis très attentif à la définition, mais j'ai pas une définition personnelle. Hein, je n'ai pas cette prétention. En revanche, j'ai peut-être une vision personnelle de lire la définition légale, parce qu'il y a une définition légale et qui est souvent lue de travers. Alors, la définition légale qu'on trouve dans le Code de l'action sociale et des familles, la loi Elan, etc., c'est destiné. Alors, quand je dis on lit de travers, je vais tout de suite m'en expliquer, c'est qu'on dit c'est entre le domicile et l'institution. Voilà, c'est un truc à mi-chemin du domicile et l'institution. C'est pas du tout ce que dit la loi. La loi, elle dit destiné aux personnes handicapées, aux personnes âgées, c'est le sujet de ce matin, qui font le choix d'un mode d'habitation regroupé, partagé, si on veut, entre elles ou avec d'autres personnes, et assorti d'un projet de vie sociale et partagé. Et donc, la loi parle des personnes. Elle parle des personnes, elle parle de leurs projets. Elles sont handicapés, mais pas seulement. La loi met tout de suite la possible mixité qui est présente dans la loi, et elles font le choix. Le choix, alors le mot choix n'apparaissait pas, mais apparaissait le mot partage. Le choix d'une vie partagée, et qui va se traduire dans le fameux projet. Et donc ce qui fait le cœur de l'habitat inclusif, le cœur de la définition de l'habitat inclusif, ou accompagner, partager, insérer dans la vie locale, API, comme on le disait dans le rapport avec Jacques Wolfram, c'est que la dimension collective, elle est choisie par ceux qui vont la vivre. Bon, on est chez soi, parce qu'on est chez soi, c'est implicite, c'est le droit commun. Et on fait le choix de combattre la solitude et l'isolement social, qui sont quand même le grand mal du grand âge, et un enjeu fondamental de prévention. On fait le choix, qui ne s'impose pas, de lutter contre cette solitude par l'habitat, par le partage avec d'autres d'une certaine quotidienneté de vie. On peut faire d'autres choix. On peut habiter chez soi et avoir une vie associative, une vie relationnelle, de voisinage. On fait le choix de lutter contre la solitude par l'habitat. Et donc, on choisit de s'insérer dans la vie locale par l'habitat. Et par et grâce au groupe qu'on forme dans un habitat. C'est ça le choix. Et donc, on pourrait aussi bien, puisqu'il y a une dimension d'insertion dans la vie locale, définir le déploiement de l'habitat dont on va parler aujourd'hui, de l'habitat API, de l'habitat inclusif, comme une composante d'une politique d'animation territoriale, d'aménagement et d'urbanisme, de résilience territoriale. C'est de la résilience territoriale, l'habitat inclusif. On part essentiellement de disponibilité foncière, on part de logements, de programmes de logement assez ordinaires, ça ne se voit pas dans le paysage. Et ça permet de fixer sur place, je dirais, une population un peu à l'image des arbres qu'on plante et dont les racines permettent d'éviter le glissement de terrain. Ça permet de fixer sur place une population qui sinon l'aurait quitté. Et donc, quand on pose bien, et je termine par là, le concept d'habitat inclusif, on voit que ça fait un léger glissement, un changement d'angle sur les politiques du grand âge. On a trop tendance, sur le plan administratif, à les prendre tout de suite sous l'angle démographique. On a une population qui va arriver, qu'on vous chiffre avec des dates, et qu'il va falloir, caser. Bon, pas du tout. On part du territoire où les personnes âgées sont déjà là, elles habitent là, elles vont vieillir, elles souhaitent vieillir là où elles habitent. Comment est-ce qu'on aménage le territoire ? Comment est-ce qu'on adapte les ressources du territoire ? Et l'habitat inclusif, c'est ça. C'est un instrument pour adapter les ressources du territoire à une population qui y vit déjà. Merci. Mathieu, je vais te passer la parole. Alors, Mathieu est directeur général de l'association France Silver-Eco. Mathieu, quelle est la place de ce type d'habitat aujourd'hui dans le champ du parcours résidentiel senior ou dans le champ de l'hébergement des seniors ?
En tout cas, il doit. Bonjour à tous, tout d'abord. Et puis, je tiens à excuser Luc Broussy. Peut-être qu'il va arriver, peut-être que je ne laisserai pas place. Mais en tout cas, pour l'instant, je l'occupe. Et puis, il est bloqué dans les transports. Mais effectivement, en fait, c'est une réponse supplémentaire, entre guillemets. Et c'est vrai que. Fatalement, même si finalement il n'y a pas ce rapport très démographique et chiffré, il y a quand même des projections qui sont rappelées, qui ont été rappelées, qui le seront encore autour de cette explosion des 75-84 ans dans la décennie que l'on traverse. Et d'ailleurs, je suis sûr que Luc Broussy le dira beaucoup mieux que moi, puisque je reprends finalement ces mots. Et c'est une forme bizarre, mais je... Non oui, voilà. Transition parfaite. Donc Luc, la place de l'habitat inclusif dans le parcours résidentiel senior. Je suis absolument désolé, confus. Et donc je reprends ce que disait excellemment Mathieu à la petite, peut-être qu'il commençait par parler de la démographie. C'est vrai que pour planter le décor du sujet qui est le nôtre ce matin, on avait à plusieurs reprises expliqué que la démographie, c'est pas la France vieillit. C'est bien trop général comme propos, il faut regarder par segment. Et effectivement, on a une caractéristique dans cette décennie 2020-2030, c'est l'explosion des 75-84 ans. Pas des 85 ans en plus, des 75-84 ans. Ceux qui, justement, sont la population qui commence à voir apparaître un certain nombre de fragilités. C'est l'âge du divorce. Du divorce. Aussi, si on veut, mais enfin, c'est surtout l'âge du veuvage, qui est une autre forme de divorce un peu plus définitif. Mais c'est l'âge du veuvage, des fragilités physiques, psychiques. Voilà. Et c'est à ce moment-là que, sans avoir besoin de l'EHPAD, on peut aussi avoir un besoin de quitter le domicile dans lequel on est tout seul. Donc c'est ça aussi qui fait que le terreau démographique... il y a un autre terreau sociologique, c'est que cette même population, elle est née de baby boomers, elle est née à partir de 1945 et elle avait 23 ans en mai 68. Et ça change aussi les choses. C'est-à-dire que nous avons là maintenant une génération qui arrive à l'âge des fragilités et qui a été biberonnée par la liberté, par l'autonomie, par le féminisme, par le consumérisme. Et on voit bien qu'elle a envie de maîtriser son vieillissement comme elle a essayé de maîtriser sa vie depuis quelques décennies. Donc la question démographique, la question sociologique fait qu'il y a un terreau évidemment favorable. Et s'il y a quelque chose de nouveau, si l'habitat inclusif ou les différentes modalités d'habitat intermédiaire se sont développées ces dernières années, c'est aussi sur ce terreau démographique, quantitatif, et ce terreau plus sociologique, plus qualitatif, qui détermine ce qu'on est en train de... cette offre nouvelle. Merci Luc. Je vais redonner la parole à Denis Pifteau. Aujourd'hui, alors question très simple, où en est-on quasiment 4 ans après la publication de votre rapport jour pour jour, où en est-on aujourd'hui et comment interprétez-vous les dynamiques actuelles? Oui, le T0 c'est plutôt 2018, si vous voulez, le rapport de 2020, mais la loi Elan est quand même l'élan, c'est le bon mot. Et la première inscription législative de ce document, de ce concept, pardon, j'ai désir, comme vient de le dire Luc à l'instant, envie et tâtonnement. Tâtonnement. Le désir, moi je crois, les éléments sociologiques que tu as rappelés sont exacts. Le désir est là, il y a deux réalités sociologiques fondamentales, très robustes. La première, c'est que bon, on a tout ce qu'on veut. Enfin, je voyais le baromètre de vie à la des années. Les personnes âgées, elles veulent du lien. Elles veulent de l'échange, elles veulent des activités à plusieurs et pas simplement entre personnes âgées. Bon. Elles veulent aussi être utiles pour leur entourage. Vous voyez, la formule de Serge Pogam, le sociologue qui parle de l'attachement social, il dit « Je veux pouvoir compter sur les autres, mais aussi compter pour les autres ». Bon. Donc l'attachement social, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental dans les aspirations, les attentes de nous tous, mais en particulier des personnes âgées. Et deuxièmement, le fait qu'il y a quelques enquêtes qui commencent à le montrer. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une fraction non négligeable de ces personnes, pas toutes, mais qui veulent chercher ce lien dans l'habitat, grâce à l'habitat. Il y avait une enquête, ce qu'on appelle le baromètre de la fraternité par l'IFOP, qui est un baromètre annuel, et qui posait en 2022 une question sur, voilà, est-ce que vous êtes très ou probablement intéressé par justement ce lien qu'on crée dans l'habitat via des habitats partagés, happy, inclusifs. Et vous aviez 26% des 65 ans et plus qui se disaient très ou probablement intéressés. Voilà. Tâtonnement. Donc le désir est là, mais il y a des tâtonnements. Et pour deux raisons.
Premièrement, parce que depuis 2018, tous les briques législatives et réglementaires, la loi de financement 2021, la loi 3DS d'avril 2022, loi de financement sécurité sociale 2023, la dernière loi Société du bien vieillir de 2024, là, toute récente, on construit on met des bouts de briques, quoi. On construit des bouts de murs, mais il n'y a pas de plan d'ensemble. Il n'y a pas d'agenda partagé, il n'y a pas de vision prospective qui donnerait un cap. Voilà. Et donc, voilà, on avance au coup par coup. Voilà. Deuxième élément, parce qu'il y a aujourd'hui un très grand retard dans l'animation des collectivités territoriales sur une politique qui est essentiellement la leur. Et quand je dis animation, ce n'est pas pilotage vertical. Hein. Ça veut dire apport d'expérience, confrontation des choix opérés par les uns par les autres, échange de pratiques. Bon. Et ça, c'est pas du tout en place. Alors, il y a un observatoire de l'habitat inclusif, mais c'est absolument pas son boulot. Et bon, même dans les domaines où ça se fait un peu, la CNSA le fait autour de l'aide à la vie partagée. Mais enfin, bon, on constate des doctrines qui commencent à diverger de plus en plus, des logiques d'action d'un territoire à un autre, sans aucune corde de rappel, sans aucune animation d'ensemble. Donc voilà, déficit de vision, déficit d'animation, et donc chez les acteurs, un temps d'attentisme, quelquefois, qui m'inquiète, alors même que le désir est là. Alors, je vais vous garder et après je repasse la parole. Quels seraient pour vous les facteurs clés du succès lors de passage à l'échelle? Et je te redonnerai la parole, Luc, après. Alors, c'est facile, parce que le premier, il découle de ce que je viens de dire. Si vous voulez, il faut de la maîtrise d'ouvrage nationale. Bon. Alors, avec un peu d'interministérialité, qui est quand même le fond des choses. Je vais prendre deux exemples sur l'interministérialité. D'ailleurs, ça intéressera. Enfin, Luc rebondira sûrement dessus. Moi, je lisais le dernier rapport de l'Assemblée nationale là, sur les transitions, enfin l'adaptation des logements aux transitions démographiques et environnementales. Bon. Le rapport Vidal-Louwagie. Bon. Il insiste. Il mentionne, et je crois qu'à très juste raison, le lien entre la nécessaire réflexion d'anticipation, prime adapt, prime rénov', c'est ça le sujet du rapport. Il mentionne très clairement le lien à faire entre la réflexion d'anticipation sur le parcours résidentiel, donc l'aménagement préventif du logement, et l'habitat inclusif. La question, c'est est-ce que j'aménage? Est-ce que je déménage? Est-ce que je déménage en aménageant? Bon. Et quand vous vous posez cette question au moment clé dont parlait Luc tout à l'heure, il faut intégrer bien sûr l'aspect bâtimentaire, mais aussi l'aspect de lien social et l'aspect d'aide à la personne. Bon. Donc l'habitat inclusif, il intervient dans ce diagnostic 360 qu'on doit faire à ces moments cruciaux. Deuxième exemple, rapide, les services d'aide à la personne. Il y a une réforme aujourd'hui des services d'aide à la personne, un problème d'attractivité de ces métiers. Bon, quand on veut améliorer l'attractivité d'un métier à domicile, on peut réfléchir sur le métier. Il faut réfléchir sur le métier. Il faut aussi réfléchir sur le domicile ou sur les formes de domicile. L'attractivité, ce sera la combinaison des deux. Et c'est sûr que participer à une vie collective d'habitat inclusif pour un auxiliaire de vie, c'est pas exactement la même chose que de conduire d'un endroit à un autre pour faire des toilettes et aider à prendre des repas. C'est autre chose. Voilà. Et donc il faut réfléchir à ça aussi. Voilà. Et puis le deuxième facteur clé, si vous me permettez, et j'en termine par là, mais je voudrais pas manquer l'occasion de le dire parce qu'on est quand même, c'est Christophe Ginter en parlait tout à l'heure, c'est le lieu où il faut parler de l'association API. On a besoin de maîtrise d'ouvrage, on a besoin d'assistance à la maîtrise d'œuvre territoriale, locale. Tous ceux qui veulent s'engager, mais qui ne savent pas à quelle porte frapper, où trouver des expériences inspirantes, quels sont les prérequis à remplir. Voilà. Et donc, on a besoin d'une plateforme de partage d'expériences, d'accès aux ressources open sourcées, de mise en relation, les porteurs de projets, les collectivités. Et on a un pilote de ce type de dispositif qui est précisément, et qui fonctionne depuis 2 ans, qui est ce dont Christophe Ginter parlait tout à l'heure, l'association APA, qui est montée par la Caisse des dépôts, Fondation Petits Frères des Pauvres, et l'association API, et au sein de laquelle se trouve l'association Réseau APA. Voilà. Et qui aide à la construction de cet écosystème local en ayant centre de ressources, appui expert, montée en compétences. Et donc je crois que le deuxième ingrédient, à part la maîtrise d'ouvrage dont j'ai assez insisté sur la nécessité, c'est l'assistance à maîtrise d'œuvre au niveau territorial. Merci beaucoup. Luc, je te redonne la parole. J'aimerais revenir avec toi sur un petit peu, justement, pour l'accélération, le rôle des collectivités, le rôle des bailleurs sociaux, le rôle des investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, comment tu les vois porter cette accélération attendue du secteur qui répond aussi aux envies des premiers concernés?
Je vais répondre à cette question-là. Je vais juste rebondir quand même sur 2 points que évoquait Denis. Un, quand même, la question de la gouvernance et de la logique des politiques publiques. On ne comprend pas ce qui est en train de se passer, je pense, sur l'habitat inclusif, si on ne comprend pas qu'aujourd'hui, il n'y a aucune vision globale. Je n'attaque pas particulièrement ce gouvernement ou les précédents, mais l'État, la façon de définir les politiques publiques devient très désespérante depuis quand même une bonne décennie, disons, allez, pour faire court. C'est-à-dire qu'on ne prend les sujets que... On traite chaque pièce du puzzle et il y a une incapacité institutionnelle à traiter l'ensemble du puzzle. Et donc, on va travailler sur l'habitat inclusif, puis après, on va parler des services autonomie, totalement liés, mais il n'y a aucun lien qui est fait, etc., etc. C'est le seul avantage qu'aurait pu procurer une loi grand âge. Non pas qu'elle aurait révolutionné les choses, mais elle aurait permis d'avoir une vision holistique et globale du dispositif. Donc du coup, on a une incapacité entre les échelons, État, département, collectivité locale, et puis cette incapacité à voir large, eh bien on bidouille, quoi. Alors on bidouille bien parfois, voilà, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on n'est plus là à attendre, une décision, des décisions de l'État qui structurerait ensuite le reste. Non, en réalité, chacun doit prendre sa part. Et c'est là où je le dis. Aujourd'hui, au fond, la Caisse des dépôts, Action Logement et bien d'autres, ou toutes les start-up qui sont ici, ont bien plus de pouvoir de faire que l'État lui-même. Ne serait-ce parce qu'on fait partie aussi de ces sujets-là qui sont entre deux. Nous, avec Mathieu, on est allé voir la ministre de la Solidarité, de l'Autonomie, je ne sais plus comment elle s'appelle en ce moment, enfin elle ne s'appelle plus d'ailleurs depuis quelques jours. Elle est en charge de la politique des personnes âgées. Le logement des personnes âgées est un sous-ensemble de ce qu'elle a à faire. Et puis on va voir Kasbarian, toujours actuel, ministre du Logement. Lui, il a l'énorme sujet du logement, et la question du logement des seniors est une toute petite partie de ce qu'il a à faire. Vous voyez, donc on est dans le logement des seniors, on pourrait même dire sur la mobilité des seniors, etc. Dès qu'on a des sujets comme ça entre deux ministères, eh bien d'une certaine manière, ils sont traités par personne. Donc nous, il faut qu'on les prenne. On le fait dans le cadre de la filière, d'autres le font à travers toute une série de rapports, y compris de parlementaires. Et pour en venir à ta question, moi je crois que cette capacité de changer les choses sur le terrain, elle vient maintenant du terrain. Bon. Et ce n'est pas du basisme que de dire ça, c'est une logique institutionnelle. L'État ne pouvait déjà pas grand-chose il y a 20 ans, il le peut encore moins aujourd'hui. Moi, je suis frappé en ayant fait un rapport en 2013 et en 2021 avec 8 ans de distance sur à peu près les mêmes sujets. Il y a deux types d'acteurs dont je trouve qu'ils ont été extrêmement en progression dans la prise de conscience, c'est les élus locaux et les bailleurs sociaux. Les élus locaux parce que ils ont été confrontés, surtout les jeunes générations d'ailleurs, je suis assez frappé, ça relève peut-être de la psychanalyse, mais les élus de 40-50 ans sont bien plus aptes à embrasser ces sujets-là souvent que les élus plus âgés. Mais on a vu dans les métropoles, dans des EPCI, des élus se rendre compte que la question de la transition démographique était devenue une question structurante sur leur territoire et qu'ils avaient le pouvoir que n'a justement pas l'État, que de régler la question des mobilités, du transport, de la santé, de la lutte contre l'isolement, de l'urbanisme, etc. Qu'ils avaient, eux, la capacité, parce qu'ils avaient ces leviers de pouvoir locaux, de changer vraiment les choses. Et puis les bailleurs sociaux, j'ai été élu local dans un temps que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître, mais à l'époque, en 2014, je me rappelle très bien, au marché, une dame qui vient me voir avec la lettre de son bailleur social lui disant Monsieur Broussy, c'est bon, j'ai eu l'autorisation, je peux changer la baignoire en douche pour mon mari qui va pas très bien. Et puis il y avait une ligne en bas, évidemment, Madame Durand, quand vous partirez, vous remettrez la baignoire. Bon, on voit bien l'inanité de cette petite phrase qui n'existerait plus 10 ans après. Les bailleurs sociaux, parce que maintenant 25% des locataires du parc social ont plus de 60 ans, que ce sera presque le double dans 15 ans, 20 ans, voilà, les bailleurs sociaux sont obligés, de toute façon, même s'ils n'en avaient pas envie, même s'ils n'avaient pas la prescience du sujet, ils sont maintenant confrontés au vieillissement de leurs locataires. Et voilà. Donc élus locaux, bailleurs sociaux, c'est deux types d'acteurs, en tout cas, dont je trouve qu'ils sont sur ces sujets-là, beaucoup plus sensibles qu'il y a une dizaine d'années. Et ça tombe bien parce que c'est vraiment autour d'eux que vont se construire ces différentes formules, avec l'aide évidemment d'un secteur privé
qui est très émietté encore aujourd'hui. Au-delà des grands acteurs institutionnels, et on est ici à la Caisse des dépôts, il y a aussi, je vois quelques visages ici, une multitude de start-up, une multitude de micro-initiatives, et l'habitat inclusif s'y prête bien. Et il faudra sûrement, comme l'a dit Denis, qu'à un moment donné, quand même, il y a un acteur qui tente, disons, d'aider, de coordonner, de guider ce pullulement tout à fait positif d'initiatives locales. Merci Luc. On a parlé de penser le temps long et les investisseurs institutionnels, ça fait partie de leur métier justement de penser le temps long, penser les grandes transitions. Donc je vais donner la parole je vais commencer par donner la parole à Carole Zakeo, qui est directrice des investissements de la Maïf. Alors je vais évoquer votre raison d'être, parce que pour moi, ce qui est extrêmement pertinent sur le sujet, convaincu que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun, nous, alors Maïf, plaçons cette attention au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions. Concrètement, Carole, quelle est la place de l'habitat inclusif dans cet engagement sociétal de la Maïf ? Merci pour le rappel de notre raison d'être et bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, Maïf, société à mission, assureur et investisseur institutionnel. Donc tout ça est très lié et il est clair que notre rôle d'investisseur, en fait, nous oblige quand on est société à mission et on porte une démarche d'investisseur responsable depuis un certain nombre d'années, depuis 2009, bien avant qu'on soit société à mission, parce que c'est vraiment ancré dans l'ADN de la mutuelle. Mais depuis que l'on a ce statut, les investissements permettent d'adresser les enjeux sociaux et environnementaux qui sont inscrits dans les statuts de la société, puisque c'est ça être société à mission. Et donc je vais en citer 3. C'est contribuer à une transition, enfin contribuer à une société plus solidaire à travers nos activités, contribuer à la transition écologique à travers nos activités, promouvoir le modèle d'entreprise engagée à la recherche d'impact positif, et ça c'est aussi très important. Et donc dans ce cadre-là, on a structuré notre démarche d'investisseur responsable autour de 3 stratégies: la stratégie climat des investissements, la stratégie biodiversité des investissements et la stratégie sociale des investissements. Voilà. Donc je reviens sur le sujet. Et juste pour vous dire quelques mots de cette stratégie sociale, on a décidé de la mettre en place dès 2022. On a été confronté à quelques difficultés parce que le marché mettait quand même beaucoup le poids du corps sur le E, sur l'environnement, pas beaucoup sur le S. Donc on était confronté à une offre moins mature dans le marché. On était confronté aussi à l'absence de référentiel. On n'a pas de repères scientifiques comme pour une stratégie climat. On n'a pas de taxonomie sociale aujourd'hui. Et puis, on adresse des enjeux qui sont beaucoup plus protéiformes et complexes que le climat. Je ne dis pas que le climat, c'est simple, mais en tout cas, la dimension sociale est difficile à adresser. Après, on ne partait pas de rien, puisqu'étant Maïf, entreprise de l'économie sociale et solidaire, on a bien évidemment des repères forts. Et Maïf a défini une stratégie sociale au niveau du groupe qui est centrée sur l'inclusion et l'égalité des chances. Donc, bien évidemment, notre stratégie sociale des investissements s'est raccrochée à cette thématique. Et très concrètement, elle vise à financer des projets ou des entreprises qui vont faciliter l'accès à l'emploi pour tous, qui vont permettre au plus grand nombre d'accéder à l'éducation et à la formation, et qui vont permettre d'accompagner les évolutions sociales autour du logement et de la mobilité. Et donc là, on vise notamment l'habitat partagé. Juste une précision pour matérialiser notre ambition de cette stratégie sociale. Maïf s'est fixé l'objectif d'avoir dans ses investissements une part sociale de 10% à fin 2026. Donc 10% de nos actifs, on gère 20 milliards d'actifs aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire qu'on met 10% sur l'habitat partagé. J'ai cité un certain nombre de thématiques sur lesquelles on peut intervenir. Et la part sociale aujourd'hui, elle est constituée d'investissements que nous faisons dans des social bonds, donc là on est sur des marchés cotés, mais aussi d'investissements que nous faisons dans des fonds thématiques, notamment des fonds logement, et on peut intervenir sur des fonds ouverts, mais également en créant des fonds dédiés, en les designant à notre main pour répondre à nos objectifs financiers et également pour répondre à ces enjeux sociétaux que j'ai évoqués tout à l'heure. Et juste, voilà, je finirai là-dessus et je passerai peut-être la main à Nathalie. On vient de créer un fonds dédié résidentiel
qui va flécher une partie de ses investissements, en l'occurrence vers du logement intermédiaire, mais aussi qui va chercher à promouvoir, à aider au développement de nouveaux modes d'habitat partagés, alors à destination des étudiants, mais aussi à destination des seniors ou à destination des populations plus fragiles, comme les personnes en situation de handicap. Voilà. Et donc, pour ce faire, vous l'avez compris, nous, on n'investit pas en direct, mais on va s'appuyer sur l'expertise de sociétés de gérants experts dans ces domaines, notamment dont Ampère Gestion. Transition parfaite. Nathalie, vous êtes présidente du directoire d'Ampère Gestion. Pouvez-vous nous présenter ce que fait Ampère Gestion sur le champ de l'habitat inclusif et du parcours résidentiel, et aussi tout de suite expliquer pourquoi les investisseurs vont sur ces classes d'actifs? Merci. Bonjour à tous. Alors, Ampère Gestion, en 2 mots, c'est une filiale de CDC Habitat. Je ne peux pas parler de Ampère sans parler de CDC Habitat. Donc, CDC Habitat, c'est un des plus gros bailleurs de France, avec plus de 500 000 logements sous gestion, que ce soit logement social, libre ou intermédiaire. Et Ampère Gestion, c'est donc une filiale de CDC Habitat qui a été lancée en 2014 pour lancer le premier fonds dédié au logement intermédiaire. Depuis, on a développé un certain nombre de fonds, dont très récemment une initiative avec la Maïf sur un fonds résidentiel à impact social. Et donc l'ADN ou la mission d'Ampère, c'est bien de fédérer des investisseurs institutionnels autour de projets innovants en France, alliant à la fois impact et performance au profit de l'habitat durable. Ça, c'était notre raison d'être, en écho avec celle de la Maïf. Voilà. Alors, peut-être un mot sur ce que fait globalement le groupe CDC Habitat pour le logement des seniors. Et quand je parle du groupe CDC Habitat, c'est CDC Habitat sur ses fonds propres et allié à Ampère Gestion, avec donc des capitaux venant d'investisseurs institutionnels. Donc, comme ça a été dit, CDC Habitat, bailleur social, a un premier volet qui est l'adaptation du parc existant, avec une logique de maintien à domicile des personnes âgées qui est bien au cœur de l'approche du groupe en matière de seniors. Et ça concerne principalement le parc social. C'est intéressant, c'est ce que vous disiez, effectivement. La typologie des locataires du parc social de CDC Habitat est très proche de la typologie française, où il y a effectivement plus de 25% des locataires qui ont plus de 60 ans. C'est beaucoup moins vrai, et ça je m'en suis rendu compte en creusant le sujet, c'est beaucoup moins vrai sur le parc libre ou intermédiaire qu'on gère également, notamment pour compte de tiers, parce que nos locataires sont beaucoup plus jeunes. 10 ou 13% ont plus de 60 ans. Donc l'adaptation de l'habitat et le maintien des seniors dans leur habitat, c'est principalement un sujet logement social. Ensuite, ce que fait le groupe, et là donc c'est à la fois CDC Habitat et Ampère, c'est effectivement essayer de développer une offre complète de produits gérés, en essayant de répondre à chacun des niveaux de dépendance. Donc nous, pour le compte d'investisseurs institutionnels et CDC Habitat pour son propre compte, on a développé des résidences services seniors. Donc là, on est sur on va dire un GIR assez élevé, 5-6. On a également développé pour le compte d'investisseurs institutionnels et CDC Habitat pour son propre compte de l'habitat inclusif, avec notamment Domani, mais également d'autres acteurs avec lesquels on est en train de travailler. Donc là, on baisse un petit peu en GIR, on est plus sur du 3,5 à peu près. Et puis enfin, évidemment, CDC Habitat bailleur a une quarantaine d'EHPAD sous gestion. Et nous, pour le compte d'investisseurs institutionnels, on a créé une foncière qui investit également dans de l'EHPAD abordable, avec des exploitants principalement associatifs, dont Arpavi qui est là dans la salle. Voilà un peu une vision globale de ce que fait le groupe sur ce sujet de l'habitat senior. D'accord. Mais vous avez parlé donc de plusieurs choix d'investissement, plusieurs typologies d'investissement. Aujourd'hui, concrètement, quels sont vos critères pour investir dans des projets, dans des fonds? Parce que c'est ce qui intéresse aussi les porteurs de projets, comprendre comment se positionne l'investisseur institutionnel et pourquoi. Alors, peut-être pourquoi l'intérêt des institutionnels pour le senior, je crois que Carole l'a bien exprimé. En fait, quand on raisonne investissement, il y a 3 choses. Il y a le rendement, le risque et l'impact.
C'est facile, c'est pas compliqué. Donc l'impact, effectivement, quand on est sur du senior, on sait qu'on a des vrais besoins sociétaux et aucun doute sur les fondamentaux structurels. On sait qu'il y aura une demande pérenne, au moins jusqu'en 2050, pour ce type d'habitat. Donc ça, c'est très important. Et on arrive à allier une vraie logique d'utilité sociale avec ce type d'investissement. C'est peut-être moins évident quand on investit dans du bureau, par exemple. Donc là, la dimension impact, elle est là quand on réfléchit à l'habitat senior. Ensuite, il y a l'aspect rendement ajusté du risque. Globalement, sur l'habitat senior, on demande une prime de risque un peu supérieure à ce qu'on pourrait demander sur du logement collectif familial, parce qu'on est sur un niveau de risque de liquidité, de risque d'exploitant, de risque d'image aussi qui est pas neutre. Donc on a une rentabilité aujourd'hui recherchée par les investisseurs qui est de l'ordre de 5%. Alors que sur du logement familial, on va être plus autour de 3-4% en rendement courant. Voilà, c'est pour donner un peu la dimension. Et donc risque, évidemment, il faut arriver à encadrer le plus possible des risques. Donc ça se traduit par des critères d'investissement qui sont assez clairs. D'une part, en termes de localisation. Alors, quand on parle d'immobilier, il y a toujours la proximité des services, des transports. Quand on est sur des grosses résidences, alors c'est moins le cas pour l'habitat inclusif, mais des grosses résidences seniors, on est très attentif à être au sein d'un vrai marché locatif tendu, parce qu'on a toujours en tête, quand on investit sur des résidences de 50 ou 100 places, que se passe-t-il si le modèle ne fonctionne pas, si l'exploitant ne peut plus gérer? Est-ce qu'on arrive à transformer l'actif en locatif standard? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans des zones tendues quand on est sur des grosses bêtes. Alors on a visité récemment, avec la Maïf d'ailleurs, un habitat de Domani à Villeneuve-d'Ornon, très bien placé, proximité immédiate du tramway. Et c'est une première couronne bordelaise, un territoire sur lequel nous on fait également beaucoup de logements locatifs intermédiaires, par exemple. Donc là on cochait bien les critères localisation. Une petite minute encore, je suis... Ouh là là, voilà. Deuxième critère, l'adaptabilité des logements. Il est important, notamment quand on est sur du GIR 3.5, ce qui est le cas de l'habitat inclusif dont on parle, d'avoir des logements qui soient adaptés au degré de dépendance des personnes. Donc il faut que ce soit des logements, si possible, 100% PMR. On y arrive avec Domani et à d'autres exploitants quand on est sur du neuf. Quand on est sur de la réhabilitation d'existence, c'est un peu plus compliqué. Troisième critère, analyse de la pérennité du business plan de l'exploitant. C'est très compliqué, notamment quand on est sur des nouveaux modèles, de voir est-ce que ça va marcher dans la durée. Et la pérennité, on parle de pérennité financière. Donc quel est le taux d'effort de l'exploitant? Est-ce que c'est un taux d'effort soutenable, durable? Et là, bien sûr, on va challenger notamment le rythme de remplissage, les hypothèses de rythme de remplissage de l'exploitant, mais aussi la soutenabilité des loyers pour les seniors. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que ce soit des loyers trop élevés. Quel est le reste à vivre du senior? Et on va comparer aussi comment se positionne l'habitat inclusif par rapport aux offres concurrentes du marché, qui seront soit des résidences seniors, soit des EHPAD, selon le degré de dépendance de la personne. Et enfin, nous, on est très attentifs quand on investit globalement pour le compte d'investisseurs institutionnels, justement, à diversifier ce risque exploitant. Donc nous, vu avec nos investisseurs, on va s'exposer 20-25% sur un même exploitant. Donc il faut qu'on diversifie ces risques-là. Voilà. Donc impact, rentabilité, diversification du risque. Merci, je pense qu'on y reviendra pendant la séance de questions. Avant de conclure la table ronde, on voulait quand même reparler du quotidien des résidents, du quotidien des personnes qui interviennent chez Domani. Et pour ça, je voulais interroger Laura, coordinatrice d'habitat partagé Domani. Déjà, parlez-moi de vous. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé dans ces nouveaux métiers, coordinatrice d'habitat partagé, et que faites-vous concrètement? Alors, bonjour à tous. Moi, au début, j'ai commencé à travailler en EHPAD. Donc essentiellement dans le soin.
voilà, l'accompagnement de la personne âgée, le soin, ça correspondait pas à mes attentes, ce que je souhaitais pour nos seniors. Et je suis tombée sur l'annonce de Domani qui souhaitait avoir une coordinatrice au sein de l'habitat de Mimizan. Donc j'ai postulé, j'ai eu la chance d'avoir le poste parce que pour moi c'est une vraie chance. C'est la chance d'accompagner nos seniors dans leurs choix, dans leurs envies et dans leur quotidien. Partager des moments aussi de vie avec eux et ce qui est très agréable, c'est de voir qu'ils partagent surtout entre eux. C'est la vraie vie. Justement, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez parlé, mais moi je crée des animations qui répondent aux envies des résidents. C'est eux qui choisissent, qui sont acteurs de l'animation de leur résidence. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Comment vous travaillez cette notion d'envie? Alors déjà par la discussion, souvent c'est autour des repas, parce que chez nos seniors, les repas c'est très important. Donc les habitants font des discussions, choisissent des sujets ou des activités qu'ils souhaiteraient faire au sein de l'habitat. Et de toutes ces idées, je crée une animation qui leur fera plaisir. J'ai plusieurs anecdotes. Par exemple, vendredi, c'est la fête de la musique. J'avais fait tout un programme. Et hier, avant de venir vous rejoindre, ils m'ont dit « Ah ben non, nous, on a invité les voisins à l'apéro. Donc il faut faire autre chose. » Et ils m'ont dit on trouve sympa que pour la fête de la musique, ce soit les voisins qui viennent et qu'on partage un moment musical ensemble autour de la table. Pour s'immerger dans la vie d'une résidence, je propose de regarder une petite minute, un petit reportage qui va être lancé. Et ensuite, je ferai réagir Denis Pifto sur celui-ci, parce que je sais qu'il a aussi visité la résidence dans laquelle vous intervenez. Moi, j'ai l'impression d'être en vacances ici, moi, dans une colonie de vacances. Salut, c'est ton guide BFM. Vous connaissez les colocations d'étudiants? Eh bien, je vous emmène aujourd'hui dans une coloc de seniors. Je suis à Mimizan, dans les Landes, et c'est l'heure du déjeuner. Michel et Simone sont en cuisine. Oui, ce sera bon sac. Oui, on est une famille. On arrive dès le départ, on essaye de se tutoyer et solidaire aussi. Si quelqu'un est malade ou si quelqu'un a besoin de quelque chose, si on peut le faire, si on a, voilà. Bon, tout le monde semble avoir un rôle dans la vie de la coloc. Aujourd'hui, Paul et Christian mettent le couvert. Ça permet d'être actif, oui, c'est sûr, davantage. Et quand on est tout seul comme ça, qu'il n'y en a personne autour de soi, on vieillit beaucoup plus vite que là. À table, tout le monde à table. Il y a 9 habitants et la moyenne d'âge est de 88 ans. On est bien loin d'une ambiance d'EHPAD ou de résidence senior traditionnelle. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps qui n'est pas là? EHPAD, pour moi, c'est... Non, je l'ai vu une fois avec Laura. Ne me parlez plus de l'EHPAD. Parce que... J'en étais sorti malade, non, mais il faut voir les pauvres. Ils sont une centaine. Moi, j'ai l'impression d'être en vacances ici, moi, dans une colonie de vacances. Cette semaine-là, j'ai été... Je ne sais pas ce que j'ai eu, là. J'étais en roue libre, là. Allez, Paul. On est dans un grand appartement avec 8 chambres, 8 salles de bain et des espaces partagés. Laura est là pour veiller. Ils ont discuté autour des règles qu'ils avaient envie d'instaurer sur l'habitat, comme l'heure des repas, à quels horaires ils peuvent recevoir dans les parties communes. Et puis, j'ai des infirmières qui passent matin et soir sur l'habitat. Et on arrive quand même à avoir un vrai suivi. Et c'est ce qui est vraiment intéressant pour le soin aussi des habitants. Et Lisa, c'est ça. Combien de petits bouts de viande ? Je vous laisse réagir, Denis. Oui, non, c'est pas du chiquet, pour y être allé, c'est pas du chiquet. Ouais, c'est très quali, et alors c'est là que j'y suis allé, mais parce que pour comprendre, il faut y aller. Enfin, voilà, c'est pas des choses qui sont aussi faciles à expliquer que sur un tableur. Enfin voilà, c'est pas avec un tableur Excel qu'on explique ce genre de choses. Il y a quand même une réalité humaine. Alors une anecdote, puisque Laura Vivien parlait d'anecdote. Moi, quand j'y suis allé, je me souviens qu'au moment où je partais, je crois que j'ai déjà raconté à Jean de Miramont, justement, je sais pas si c'était Paul qui était en train de mettre le couvert, il m'a dit bon allez, on va vous faire une place là, restez déjeuner, on vous fait une place. Bon, j'ai visité beaucoup d'institutions pour personnes âgées. C'est rare que ce soit les habitants ou les résidents, comme on dit,
dit, qui me disent bah, restez donc à table, là, on va faire une place. C'est rarement eux qui prennent cette initiative. Donc il a fallu que je leur explique que non, j'étais blindé, que j'avais pas le temps, que j'allais partir. Et du coup, ils m'ont fourré un doggy bag. Voilà, ils sont allés chercher un sac en cuisine. Ils m'ont dit ah bon bah attendez, on va vous donner une part de tarte. Bah, donc c'est très sympathique. Mais c'était l'initiative partait d'eux. J'étais chez eux. Voilà, j'étais chez eux et c'est pas eux qui étaient dans une institution. Ça c'est sur des détails comme ça que les choses se jouent. Je profite encore de la présence de Denis Pifto qui va devoir nous quitter dans quelques minutes pour prendre une première question. Et après, Luc, je te redonnerai la parole. J'ai vu que tu voulais intervenir tout à l'heure. Première question, une personne qui est à distance aujourd'hui, alors pas par chauvinisme, mais Loïc Longchamp de Swiss Life en direct de Marseille. Je n'y suis pour rien, qui voulait poser une question. Bonjour à tous. Effectivement, j'avais une question pour Denis Pifto. Alors, juste rapidement, moi, je suis gérant de fonds immobiliers chez Swiss Life AM France. Nos métiers, c'est le conseil et l'investissement dans l'immobilier. On a à peu près 20 milliards d'actifs sous gestion et on investit notamment dans l'hébergement au sens large, donc le logement, le géré, l'habitat partagé. On a noué un partenariat avec la Banque des Territoires et l'Ircantec pour accompagner justement les sociétés qui se développent sur l'habitat partagé. Il y a le terme de pullulement qui a été évoqué, je trouve très juste. Il y a une belle énergie autour de ça. Et cet accompagnement, il se fait via l'acquisition des immeubles, via des baux commerciaux. Sur cette partie, il a été évoqué l'analyse du risque, adaptabilité, réversibilité, localisation, diversité, climat. Je ne vais pas y revenir, c'est notre champ de compétences et ça, on sait faire. En revanche, il y a un petit sujet sur l'exploitation. Sur cette partie, on pourrait se dire que finalement, ça ne nous concerne pas, mais en fait, on est directement concerné par ce sujet-là, parce que d'une part, quand on se lance dans l'accompagnement de ces sociétés, dans l'habitat partagé, évidemment, on le fait par conviction, c'est-à-dire qu'on est soucieux du bien-être de l'occupant et de ses proches. On sait que c'est une des clés du succès de ce type d'habitat. Et puis, il y a un risque réputationnel. Il a été évoqué lors de vos interventions. Chaque résidence, il y a énormément de modèles aujourd'hui qui nous sont proposés avec différents besoins, différents niveaux de dépendance. Mais en global, il y a on parle d'à peu près de 4 ETP à 7-8 ETP, justement, selon le niveau de dépendance. Et ma question, c'est qu'aujourd'hui, on voit que dans beaucoup de secteurs, il y a une pénurie de main-d'œuvre, vous l'avez évoqué aussi, notamment le service à la personne. Nous, notre crainte, en tant qu'investisseurs et représentants de l'Ircantec, c'est d'investir dans ces habitats et on est ravis de le faire, d'accompagner, on a évoqué Domani, Maison Blandine, mais il y en a plein d'autres aujourd'hui avec qui on discute et qu'on souhaite accompagner. Mais c'est de se retrouver finalement avec des sites qui seraient en manque de main-d'œuvre qualifiée et du coup de se retrouver finalement avec ce qu'on a connu récemment, les quelques problèmes notamment d'Orpea et du coup de faire un peu marche arrière. Et du coup ma question c'est la suivante, c'est que face à ce risque grandissant de pénurie de personnel, on pourrait aussi parler de manque d'attractivité, quelles actions pensez-vous qui pourraient être mises en place, peut-être qu'elles sont déjà sur la table, pour remotiver et recruter, parce qu'aujourd'hui on va effectivement avoir à faire une montée des besoins et du coup un besoin grandissant aussi de recruter. Voilà, donc, et ça c'est vraiment un de nos soucis aujourd'hui en tant qu'investisseur. Oh, mais c'est reçu 5 sur 5. On a combien? 1 heure Une heure chacun. Non, parce que c'est une excellente question, c'est une excellente question. Je vais donner deux axes simplement très rapides. Un axe stratégique et puis un axe opérationnel. Sur le plan stratégique, je pense que les données sont bonnes. C'est-à-dire que on sait, j'ai un peu travaillé aussi sur cette question de désintérêt, de désaffiliation, de perte d'attractivité de ces métiers du travail social, de l'aide à la personne. C'est multifactoriel. Il y a des dimension de rémunération, une dimension de qualité de vie au travail, une dimension de perspective professionnelle. Et l'habitat partagé, stratégiquement, il est lui aussi multifactoriel. C'est ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. Il touche à des tas de dimensions pour peu qu'on sache les saisir stratégiquement, avec une vision holistique, disait Luc, une vision globale. Sur le plan économique, c'est plus efficient que la circulation en électrons isolés de personnes d'auxiliaires de vie qui vont d'un endroit à un autre, à condition que les éléments de tarification, notamment de tarification forfaitaire, puissent être un petit peu plus vigoureusement engagés. On pourrait aussi imaginer des appuis au logement. C'est-à-dire on ne pense pas assez le logement des auxiliaires de vie. Et quand on est dans des dynamiques de logement. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas, on ne se saisit pas de l'objet habitat partagé, habitat inclusif, comme un élément, une brique dans un ensemble beaucoup plus global qui intégrerait aussi le logement de certains des auxiliaires de vie. Bon.
Côté QVT, enfin qualité de vie au travail, bon, je reviens pas sur, enfin Laura Vivien en parlerait mieux que moi, elle l'a d'ailleurs illustré par, son parcours professionnel. Bon, on rejoint pas simplement un job, on rejoint un projet, quoi, on rejoint un groupe. Bon, et puis question perspective professionnelle, d'ailleurs c'était une partie de la question. Il y a des nouveaux métiers, il y a des nouveaux métiers. Il y a des métiers d'auxiliaire de vie, mais des métiers d'animation d'un collectif, sans se substituer au collectif. Et là, moi, là aussi, je dis qu'on a un gros retard en termes de réflexion stratégique sur comment est-ce qu'on inscrit au RNCP, France Compétences, un certain nombre de nouveaux métiers qui peuvent être de niveau 4, de niveau 5, voilà, niveau 3 aussi, mais qui sont liés à des habitats de ce type-là. Donc ça, c'est l'aspect stratégique. Je pense qu'il est solide. Il est solide. Encore faut-il qu'on ait les superstructures qui permettent de le saisir. Et puis, très rapidement, au niveau opérationnel, là, il y a un enjeu d'hybridation des savoir-faire. C'est-à-dire que vous êtes un investisseur dans l'immobilier et il y a des acteurs du champ social. Et ils ne vous connaissent pas et vous ne les connaissez pas. Bon. Et moi, je suis très frappé aujourd'hui, voilà, quand on rencontre des acteurs qui sont issus du champ médico-social ou sont issus du champ simplement social, ne trouvent pas la bonne porte auprès de laquelle frapper pour trouver l'appui, l'étayage côté logement, et réciproquement. Et je reviens sur ma scie, assistance à maîtrise d'œuvre. Voilà. Et donc, je me retourne vers M. Jantet. Merci à l'association API, parce que c'est ce dont nous avons besoin. C'est ce type d'association qui peut mettre en relation des acteurs voilà, venus d'horizons extrêmement différents. Merci, M. Pifto. Je sais que vous devez nous quitter. Je suis aussi garant de... Luc, je t'ai vu vouloir réagir tout à l'heure sur l'intervention et aussi sur la question, donc je te laisse et après on ouvrira officiellement la séance de questions. Juste un mot au vu de la petite vidéo qu'on vient de voir. On l'a peut-être pas assez dit, mais l'habitat inclusif est né aussi de son opposition à l'EHPAD. Et on le voit d'ailleurs là. Je ne veux pas aller en EHPAD. C'est trop grand. Il y a une centaine de personnes. Moi, j'ai mon beau-père... disparu il y a 2 mois, qui vivait depuis 2 ans dans une résidence service senior et qui m'expliquait à 89 ans qu'il y avait que des vieux ici. C'était un des plus âgés de la résidence. Et donc, se pose la question à un moment donné de cette réflexion avec les EHPAD. L'habitat inclusif, souvent, naît, dans la génération qu'on décrivait tout à l'heure, de sa volonté de ne pas aller en EHPAD. Parce que c'est la génération qui a mis ses propres parents en EHPAD et qui ne veut pas y aller elle-même. Ça, c'est le premier point. Sauf que quantitativement, aujourd'hui, il y a 600, 700 000 personnes âgées en EHPAD et qu'en habitat inclusif, si on arrive à 50 000 dans 5 ans, ce sera déjà le bout du monde. Donc arrêtons avec ça. L'habitat inclusif, c'est magnifique. Ça ne sera jamais un substitut à l'EHPAD. Et donc, pendant ce temps-là, il faut en même temps penser à la modernisation des EHPAD. C'est quoi l'EHPAD de demain? C'est quoi l'EHPAD du futur? Or, 90% des EHPAD de 2030 existent déjà en 2024. Donc ça veut dire qu'y compris en termes immobiliers, le grand défi du moment, et malheureusement, ça Denis n'y peut plus rien, mais la CNSA n'y réfléchit pas suffisamment effectivement, c'est qu'il faut avoir une vraie réflexion maintenant sur comment on va rénover les établissements actuels pour qu'ils deviennent les établissements compétitifs en 2030-2035 qui se sont adaptés à cette nouvelle génération. Donc, je le dis parce que la question immobilière devient cruciale dans notre secteur. Elle l'est sur l'habitat inclusif, on voit bien toutes les questions qui sont posées là. Est-ce que j'y vais pas? À quelles conditions? Comment? Qu'est-ce que je fais si j'investis dans un EHPAD en 2030? Qu'est-ce qu'il deviendra en 2050? Donc, comment je veux faire en sorte qu'il ait une vie après l'EHPAD, mais on le voit bien aussi à travers la crise du secteur public, qui a beaucoup de mal évidemment à trouver les fonds lui permettant de rénover, c'est mieux, pas de construire, de rénover l'existant. Les plans d'action et d'investissement de la CNSA sont minimes par rapport aux besoins, mais on voit que les grands groupes aussi, type Clariane, Emeis, enfin on voit bien que leur crise aujourd'hui, c'est d'abord une crise de l'immobilier, de la dette immobilière. Donc vraiment, il faut remettre au cœur de notre question, et vous voyez bien que quand vous parlez à une ministre de l'autonomie, vous lui parlez de ça, elle ne pige rien, enfin c'est pas son métier, elle ne connaît pas. Bon. Donc c'est là où cette fameuse interministérialité dont on parlait est de plus en plus nécessaire, c'est qu'on voit bien qu'il va falloir à un moment donné voir où l'épargne des Français peuvent venir financer. On l'a fait avec le LMNP, on a vu l'impasse quand même récemment. Il y a des rapports qui disent que là, on est arrivé un petit peu au bout du modèle, mais il faut quand même
voir comment on draine l'épargne vers des choses utiles, et en l'occurrence l'immobilier des seniors, quelle que soit la forme qu'ils prennent. Voilà, du coup, comme il me provoque, je vais courir un peu plus vite dans les correspondances du métro. Non, je suis d'accord, l'habitat inclusif, d'abord, je l'ai dit, c'est un choix, donc ça ne va pas concerner 100% d'une génération. Hein. Les enquêtes montrent aujourd'hui, alors avec une connaissance de l'objet qui fait qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à l'enquête, mais qu'il y a un quart des générations qui sont intéressées par cette idée de rompre la solitude par l'habitat. Il y a mille et une autres manières de rompre la solitude. Bon, premier point. Donc ça ne concerne pas tout le monde. La montée en charge ne peut pas se faire non plus d'un claquement de doigts. En revanche, je ne crois pas qu'on puisse... Enfin, il ne faut pas penser le capacitaire en se disant si je ne fais pas des paquets de 80, j'arriverai jamais à les caser tous. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Quoi, hein. Et on a aujourd'hui une réalité qui consiste à se dire avec l'habitat inclusif, je peux avoir des produits qui partent de l'existant, qui partent quasiment de l'existence, de programmes de logement qui ne sont pas radicalement différents. Et d'ailleurs, c'est un des enjeux du RRI. Hein. Il faut être capable de pouvoir se dire qu'est-ce que j'en fais le jour où. Bon. Et donc, on part de programmes de logement qui ne sont pas radicalement différents de programmes de logement ordinaires. Simplement, il faut quelques pièces un peu plus importantes. Il faut que ce soit... Pour le reste, c'est tous les critères d'un logement attractif. En ville, à proximité des transports, enfin, ça ne marchera que comme ça. Voilà. Et donc, je dis, ne pensons pas trop l'obstacle purement capacitaire. Il y a un problème de montée en charge et il y aura de toute façon, ça ne concernera pas tout le monde. Mais je crois que l'idée, c'est de partir du logement existant. Après tout, il y a 2,5 habitants par logement en moyenne. Enfin, les ménages, c'est 2,5 habitants. Bon, on arrive à loger tous les Français. Bon, donc voilà, on arrive à se loger par petits paquets et parce qu'on habite là où on habite. Bon, et donc l'idée de l'habitat inclusif, c'est de partir de l'existant. Voilà. On part de l'existant, voilà, des programmes tels qu'ils existent et on les aménage. Voilà. C'est peut-être le point de différence que j'ai dans la manière de présenter les choses avec Luc, parce que sinon sur les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà. Merci de ce... Je me permets juste, je voulais rebondir sur le point que vous avez évoqué concernant l'épargne. En fait, juste pour préciser que ce fonds-là qu'on a construit et qui porte des convictions fortes, notamment celle d'aider au développement de nouveaux modes d'habitat, c'est un fonds qu'on tente de rendre utilisable pour le rendre accessible aux épargnants de notre contrat d'assurance vie. Notre contrat ARS, Assurance Vie Responsable et Solidaire. Et c'est, je pense, une UC qui aura beaucoup de succès parce que ça parle vraiment aux épargnants, au-delà de la dimension financière. Quand on leur explique que c'est un fonds qui va financer, certes, du logement intermédiaire, mais aussi potentiellement à côté de chez eux, un habitat pour voilà, des exploitants comme Domani ou la Maison de Blandine ou autres, ça résonne vraiment à leurs oreilles. Donc c'est très intéressant pour ça aussi. Merci. Alors, je vais ouvrir officiellement la séance de questions. Alors, on a la chance d'avoir des experts institutionnels, des experts de l'investissement, des gens qui font vivre aussi des habitats partagés. Donc, je vous propose, pour ceux qui sont dans la salle ou à distance, de poser vos questions. Je vais aussi faire... Vous avez... Alors, on avait une question là-bas et après... Merci. Bonjour, je suis Tristan Robet. Je participe au programme Béguinage solidaire. J'ai une question en particulier sur l'investissement. Comment est-ce que je fais pour garantir à Catherine et Joël, qui ont moins de 750 € par mois pour vivre, que je vais continuer à pouvoir les accueillir dans un T2, par exemple, quand il faut trouver une rémunération de 5%. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est comment est-ce qu'on fait pour la France rurale? Parce que c'est aussi un problème de répondre à des besoins en milieu rural. Et c'est beaucoup plus difficile qu'en ville ou dans les grandes agglomérations. Merci. Alors, je pense qu'il y a différents acteurs pour différents produits. Quand on est sur de l'habitat inclusif libre, on a des niveaux de loyer pour les résidents qui peuvent être minorés par certaines aides en local, l'APA ou l'aide, l'APV, hein,
c'est ça. Mais ça, c'est un peu au compte-gouttes. Donc, c'est un équilibre à trouver localement avec chacun des exploitants selon son projet de développement. Et ensuite, il y a un investissement qui peut se faire dans une logique davantage de logement social. Mais là, nous, ce dont on parle, c'est des loyers qui ne sont pas réglementés. Mais un de nos sujets qu'on partage avec vous, c'est effectivement la soutenabilité du loyer pour le résident. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on essaie de travailler avec les exploitants. Mais peut-être que Domani, là-dessus, peut s'exprimer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail, notamment en local, pour essayer de déployer le plus possible pour les résidents des solutions pour limiter la quittance, notamment via des aides de type APV ou autre chose. Mais... Alors oui, effectivement, sur l'habitat de Mimizan, puisque coordinatrice de Mimizan, les habitants bénéficient de l'aide individuelle l'APA et également de l'AVP, l'aide à la vie partagée, pour justement supporter aussi ce collectif, donc ce qui fait une réduction de facture. Pardon, juste du point de vue de l'investisseur institutionnel, quand je parle de ce fonds, on a à l'intérieur de ce fonds, on va essayer d'adresser différents types d'habitats, et notamment on a une poche de 10% sur laquelle on sait qu'on aura des rendements beaucoup plus faibles. On est sur quasiment du solidaire. Après, l'enjeu pour nous en tant qu'investisseurs, c'est de trouver un bon équilibre, parce qu'on a bien évidemment des enjeux de durabilité forts à adresser, mais aussi on a une responsabilité fiduciaire vis-à-vis de nos sociétaires et de nos adhérents. Donc il faut vraiment trouver le bon équilibre. Mais on adresse aussi ces sujets-là, et comme je disais, ça a été calibré à hauteur de 10% du fonds. Bonjour, Victor Perazzi, donc de Merci Prosper. Ma question, elle est autour de la généralisation de ces services. Je pense qu'elle passe effectivement par l'organisation de comment on les déploie, de comment on les finance. Et puis on disait de comment les gens qui travaillent à l'intérieur vont être en nombre suffisant pour pouvoir, bien sûr, assurer ce développement. Et donc la réponse tout à l'heure de Dominique Pifto, elle était intéressante, mais j'aimerais bien avoir la réponse de Laura Vivien sur le sujet. Parce que je pense que c'est aussi les témoignages, peut-être la cooptation de ceux qui pratiquent ce métier, qui va permettre d'essaimer. Et puis, ce qui me paraît intéressant, c'est que si des soignants actuels en EHPAD ou des gens qui sont actuellement en domicile se tournent vers ces métiers, c'est bien peut-être pour eux. Ça va peut-être pas répondre aussi à l'enjeu. Il y a peut-être aussi d'autres vocations qui peuvent être créées à l'extérieur. Et donc la question simple, comment vous en parlez autour de vous à vos amis? Qu'est-ce que vous leur dites sur ce métier? Et comment on pourrait finalement passer ce message à d'autres? Alors souvent, la première chose que je dis, c'est l'essayer, c'est l'adopter. Donc ça fait rire, effectivement, mais c'est la réalité. En fait, moi, issue d'EHPAD, essentiellement dans le soin, aujourd'hui, c'est un vrai épanouissement professionnel. J'accompagne à la hauteur de ce que je souhaite ou ce que je souhaiterais pour mes grands-parents. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce métier-là. Après, on travaille en système d'équipe autonome avec des auxiliaires de vie avec qui on échange, on discute à raison d'une fois par mois. Et c'est ça qui crée cette cohésion d'équipe et un accord et un vrai accompagnement. Donc les auxiliaires de vie sur la partie accompagnement individuel et moi, coordinatrice sur l'accompagnement du collectif. Et on arrive à justement faire les choses ensemble et faire au mieux pour les habitants. Devant Victor, il y avait une question. Oui, bonjour.
Oui, donc je me présente, Philippe Imry, je suis le président de la société À Partage. Donc nous sommes gestionnaires donc d'habitat inclusif depuis maintenant 2017. Donc on crée aujourd'hui, nous avons à peu près, nous sommes confrères bien sûr à Domani. Donc on a une 55 projets donc sur toute la France et on travaille essentiellement donc avec les bailleurs sociaux. Donc pour cela donc on est un peu monté au créneau pour pouvoir changer donc une loi qui interdisait donc les bailleurs sociaux donc d'intégrer de l'habitat inclusif dans leur parc social. Donc on nous a mis en relation avec Madame Wargon, ministre du Logement, et Madame Bourguignon de l'Action sociale pour faire cette modification de loi. Et donc c'est M. Castex, donc juste avant ce départ, qui a porté dans la loi 3DS donc cette modification de loi. Et aujourd'hui, donc on est en plein développement, et donc on souhaite bien sûr que nos papis-mamies puissent avoir un reste à charge le plus bas possible. Donc on avait la chance d'avoir avec les AVP, les premières AVP. Donc pour un exemple, donc sur Seille, donc dans nos premières résidences dans la région toulousaine. Donc je viens de Toulouse, avec mon accent, je pense que c'est tout à fait reconnaissable. Donc et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont tout compris, que ce soit les repas, donc l'accompagnement, le 9 places, donc là, ils sont à 1 350 €. Donc, et notre but, c'est de maintenir ce reste à charge le plus bas possible. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les conseils départementaux donc, ne lancent plus d'appel à projets sur les AVP. Donc, on fait le tour de France, parce que nous avons des projets donc, aussi bien donc, à Cambrai, dans le nord, à Plouar, en Bretagne, à Château-Renard, donc un petit peu sur toute la France. Et on fait le tour des conseils départementaux donc, pour pouvoir donc, se présenter le projet et tout. Et malheureusement, donc, même s'ils trouvent notre projet très intéressant, donc, ils considèrent donc, que bon, ils vont pas lancer d'AVP. Donc on se retrouve un petit peu seul. Et pourtant, donc, les AVP sont quand même donc, un moyen donc, vraiment pour que le reste à charge soit le plus bas possible. Et on s'aperçoit, parce que ce qui est important avec notre retour d'expérience, c'est quand même l'équilibre. Donc nous sommes gestionnaires et donc bien sûr il y a un équilibre. Et il faut trouver le bon équilibre entre retour sur investissement, mais surtout donc dimension sociétale. Et c'est ça qui est important pour nous. Il faudrait que il faut qu'on soit aidé. Et aujourd'hui, malheureusement, on part sur des projets où d'un département, ok, vous l'avez, d'autres départements, vous n'êtes pas plus considéré comme habitat inclusif parce que c'est pas les personnes qui se choisissent entre elles. Voilà, donc on nous a dit ça. Et donc, on a beaucoup de bâtons dans les roues. Et aujourd'hui, je suis présent avec vous, donc les acteurs donc de ce concept, donc d'accompagnement de ce concept, pour vous dire qu'on est, donc on peut plus le faire tout seul. Voilà, on peut plus le faire tout seul. Il faut qu'on soit accompagné par des institutions qui nous accompagnent. Et on est nous, on ouvre notre capital pour pouvoir faire face donc à notre fort développement. Et aujourd'hui, donc, si tout le monde ne se met pas d'accord autour d'une table, comme le disait M. Poussy, donc aujourd'hui, ça met un temps fou. Pour monter un habitat inclusif, donc c'était 2 ans, maintenant on est passé à 3 ans. Parce que bien sûr, il faut déposer les permis, il faut construire, enfin c'est très long. Donc on a vraiment besoin de vous, acteurs, financeurs, pour pouvoir nous accompagner, nous, entreprises. Donc nous sommes une entreprise solidaire d'utilité sociale, et on est fiers de l'être, mais bon, on est un peu isolé. Voilà. Merci. Non, peut-être juste un mot sur cette question de l'AVP. Effectivement, l'État, on l'a dit dans l'impulsion du rapport Pifto, a souhaité cofinancer le lancement de l'AVP et puis a retiré le tapis sous les pieds de tout le monde. Bon. Et donc, à partir de là, les départements qui avaient les moyens ou la volonté ont continué. Ceux qui n'en avaient ni la volonté ni les moyens ont stoppé le lancement d'appels à projets. Voilà, c'est ça qui est effectivement désespérant parfois dans la continuité de l'action publique. C'est qu'un dispositif qui commençait à plaire à tout le monde, eh bien, au bout de 3-4 ans, on en a modifié la donne. Je veux revenir sur un point qui a été dit tout à l'heure sur les territoires, et notamment les territoires ruraux. Quand on parlait tout à l'heure EHPAD ou pas EHPAD, est-ce que l'habitat inclusif, c'est du mini EHPAD? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une solution
pour maintenir une population âgée là où elle a vécu. Vous ne pouvez plus faire un EHPAD de 80 lits dans un bourg rural de 1800 habitants, mais par contre, vous pouvez faire ce type d'habitat. Et donc, il faut regarder là aussi où s'implanter. C'est sûr qu'un habitat inclusif peut s'implanter au plein cœur de Nantes. Bon, le modèle économique sera peut-être plus rassurant. Et en même temps, on a vraiment besoin que le maillage territorial se fasse là où les EHPAD ne pourront pas aller. Et donc, on voit bien, j'ai un ami là qui est en train de monter, comme beaucoup d'entre vous ici, j'imagine, là aussi, son groupe d'habitat inclusif. Donc, il en a 5 ou 6 projets. Il va dans des villes dont je ne connais même pas, où je ne soupçonnais pas l'existence avant qu'ils me le disent. Donc voilà, ça aussi, comme la réussite des EHPAD a été à un moment donné, où les résidences services seniors très corrélées au territoire dans lequel ils étaient, les habitats inclusifs aussi. Il faut aller là où finalement d'autres ne pourront pas aller. Et donc le lien entre ce développement de l'habitat inclusif et la question territoriale me paraît là aussi absolument majeur. D'ailleurs, c'est pas un hasard si, dans le cadre de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le fameux programme Petites Villes de demain, que vous connaissez, j'espère, pour certains d'entre vous, qui concerne environ 1500 villes, eh bien, c'est concentré sur la question de l'habitat inclusif, parce que les maires des petites communes, eux, sont très demandeurs de ce type de solutions. Alors, avant de conclure, il y a une question en ligne. Il y a plusieurs remarques en ligne et je vais essayer de les synthétiser. C'était pour Nathalie au départ, mais je pense que vous êtes plusieurs à pouvoir répondre. Vous avez parlé dans l'investissement, dans les critères de sélection, du respect, par exemple, de la norme PMR. Mais qu'en est-il de la normalisation du secteur, de la réglementation incendie, par exemple, qui évolue, et du fait de dire que ces normes peuvent être un frein au développement du secteur? C'était des réactions qui étaient en ligne, donc je préfère vous poser cette question-là, et je vois que beaucoup de monde acquiesce dans la salle quand je parle du sujet, et après on clôturera cette table ronde. Alors, sur ce sujet, je vais peut-être laisser la parole aux spécialistes. Édouard ou Sandrine, si vous avez des éléments de réponse là-dessus, ou Delphine. Tout simplement, si demain on passe en ERP, on va... Pardon, oui. Tout simplement, si demain on passe une obligation ERP sur ces habitats, on va évidemment renchérir le coût de construction, le coût de maintenance, et in fine, ça va se ressentir dans le reste à vivre des personnes âgées. Donc aujourd'hui, on a tous bien compris que c'était un choix d'habitation, et que donc c'était de l'habitat, et notre sentiment, c'est qu'il faut que ça reste comme ça. Merci. Stéphane, tu voulais intervenir? Allez, je te laisse vraiment la dernière intervention, parce qu'on va essayer de respecter le timing. Si, pour les personnes qui sont à distance, on donne une cinquantaine à la distance. Oui, bonjour, Stéphane Corbin. Alors, je représente un département, puisque je suis directeur général adjoint du département de la Seine-Saint-Denis, un département qui poursuit le développement de l'AVP, puisque nous avons lancé un nouvel appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt pour poursuivre la programmation qui porte à la fois sur l'aide à la vie partagée, c'est-à-dire le fonctionnement de l'habitat inclusif une fois ouvert, mais aussi sur de l'aide à l'ingénierie, puisque, j'y reviendrai très rapidement, il y a des besoins aussi de soutenir les porteurs de projets sur l'ingénierie et de l'aide à l'investissement. Alors, moi je rejoins ce qui a été dit sur le fait qu'il y a eu une impulsion nationale très forte sur lesquelles les départements se sont engouffrés, puisque la plupart des départements se sont engagés dans une programmation initiale d'ABP, et puis un soufflet qui... effectivement est retombé, pas seulement d'ailleurs sous l'angle financier, même si évidemment la contribution de la CNSA étant moindre, certains départements, surtout en difficulté financière, ont peut-être réfléchi à deux fois, mais aussi, comme le disait Denis Pifteau, je pense qu'il y a un sujet de maîtrise d'ouvrage nationale du développement de l'habitat inclusif, de manière d'ailleurs, comme l'indiquait Luc, peut-être interministérielle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une dimension très très forte de pilotage pour soutenir les départements, et on peut être à la fois en département et souhaiter qu'il y ait des dynamiques nationales qui se portent fortement. Ce que je voulais, ce sur quoi je voulais aussi insister, c'est la question sur la réglementation incendie qui m'y fait penser. C'est que peut-être ce besoin de nouveaux souffles sur l'habitat inclusif est aussi lié au fait qu'il y a aujourd'hui, apparaît
une somme de contraintes, dont celle-ci, ou d'incertitudes, qui amène beaucoup d'acteurs à renoncer ou à, en tous les cas, être attentistes, et notamment les bailleurs sociaux. En tous les cas, c'est le cas sur mon département. Vous parliez tout à l'heure d'investissement dans une forme de durabilité. Moi, j'ai des bailleurs qui m'ont dit, vu qu'il y a des incertitudes sur la sécurité incendie, je ne sais pas si je vais poursuivre le développement. Et c'est l'autre élément, au-delà de la volonté peut-être des départements, c'est que l'écosystème est aujourd'hui un peu attentiste, ce qui fait que dans la première programmation de 35 habitats inclusifs que l'on avait sur la Seine-Saint-Denis, beaucoup ont soit renoncé ou ont repoussé l'engagement. Et donc, c'est aussi un appel à l'ensemble des acteurs que vous êtes et des investisseurs. Je pense qu'il faut aussi sécuriser l'écosystème pour qu'il puisse y avoir ce développement, parce que les incertitudes, et vous le savez mieux que moi, créent souvent des politiques très attentistes, et on le constate, et même quand il s'agit de bailleurs publics dont le département peut avoir un rôle majeur à jouer, eh bien, ils choisissent aussi les combats qu'ils mènent, et c'est une des difficultés aujourd'hui du développement de l'habitat inclusif. Merci Stéphane. Je vous propose de conclure cette intervention. Donc j'appelle à me rejoindre Adrien et Oscar. N'hésitez pas à me rejoindre. Je vous laisse rejoindre. Merci pour vos interventions. Alors désolé de vous avoir parfois contraint et cadré dans celle-ci, mais on pourra poursuivre les échanges lors du networking. C'est à vous. Bonjour à tous. Donc juste un mot de la fin pour vous dire qu'on était ravis à la Banque des Territoires de vous recevoir ce matin. Nous étions donc ravis d'avoir des intervenants de si haut niveau et d'avoir une salle, parce que je connais beaucoup d'entre vous, de tant de sachants mobilisés autour de cet événement. Ce n'est qu'une étape. Je pense qu'on se redonnera rendez-vous dans quelques mois pour poursuivre nos échanges avec un angle différent. Vous verrez, sans dévoiler trop de surprises, je pense qu'on viendra avec un angle social, logement social. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'accessibilité de l'offre qui a déjà été évoquée ce matin. Donc, encore une fois, merci pour votre présence. Encore un immense merci aux intervenants. Et ce n'est que partie remise. À bientôt. Merci tout le monde et merci la Banque des Territoires de nous accueillir dans ce magnifique lieu. C'est un plaisir aussi d'avoir Laura qui vient de Mimizan, 6 heures porte à porte pour arriver ici, mais elle l'a fait. Je voulais aussi remercier du coup Romain d'avoir accepté de modérer ces échanges. Je pense que c'était assez riche et on a vraiment appris des choses. Et c'est un peu ça l'enjeu quand on se voit pendant 1 heure et demie, c'est d'avancer sur le sujet. Je pense qu'il y a eu énormément d'éléments. Comme le disait Adrien, une prochaine table ronde, je pense, à venir sur le logement social, peut-être plus opérationnel, sur comment monter un projet en habitat inclusif, en logement social. Peut-être vous donner rendez-vous un peu plus tard, soit au prochain semestre, soit à la rentrée prochaine. Et pour finir, vu que c'est bientôt la fête de la musique, les habitants de Mimizan l'année dernière, c'est une petite anecdote que j'aime bien, nous avaient envoyé sur notre Slack communication d'entreprise une petite vidéo le jour de la fête de la musique. Et du coup, je vous laisse peut-être écouter petit mot de clôture et après on se retrouvera pour manger un deuxième petit déjeuner pour ceux qui n'ont pas eu le premier. Merci tout le monde. Nous nous trouvons actuellement devant l'habitat Domani, un habitat partagé pour personnes âgées. Ces habitants semblent vouloir fêter la musique comme il se doit. Nous allons essayer d'entrer en toute discrétion. Sortez de là, on veut pas de vous, les journalistes. Sortez de là.